Voilà, donc on va entamer la deuxième, une session qui est plus présentation et également table ronde, que nous avons intitulée Énergie solaire et société. Et en fait, j'ai le plaisir aussi donc d'accueillir des présentations venant de Suisse, pour l'Allemagne également, et puis également des présentations autour d'énergie partagée. Donc vous verrez quelque chose qui est dans le prolongement des discussions qui ont déjà été entamées tout à l'heure avec les intervenants de la session inaugurale. Et ensuite, nous allons aller aussi voir du côté de la question de l'agriculture avec l'intervention de Pascal Chaussec et la problématique des enjeux de l'agri-photovoltaïque avec Christine Poncet. Donc si vous pouvez vous mettre là, et nous aurons en visio Vincent Boulanger qui est à Berlin et qui interviendra sur ces questions sur la question d'un zoom sur l'Allemagne. Alors j'ai aussi, c'est un immense plaisir aussi d'avoir en participante et co-animatrice de la table ronde Fabienne Chauvière. Et je suis très heureux parce que c'est aussi tout le lien avec l'émission et avec l'émission que vous faites à France Inter et que je connais pour y avoir participé. Et c'est vrai que vous avez une vision et vous avez une vision qui peut être très très utile aussi sur les débats qu'on peut avoir. Et c'est aussi à ce titre que c'est extraordinaire de pouvoir intervenir sur les différents aspects qui vont être présentés, qui sont très proches aussi des thématiques. Vous partez parfois dans les étoiles, mais... Je n'ai pas une vision, Daniel. Vous m'avez ouvert les yeux et je suis convaincue qu'on n'en fait pas assez sur les énergies renouvelables. Ah ben écoutez, Bien, alors... on va essayer. Alors, il faut essayer de tenir le temps le mieux possible. Voir. Je sais que tout est. L'idée, c'est en fait les interventions. Alors, elles sont toutes chronométrées. Enfin, c'est d'avoir des interventions telles qu'on a données. Il y a une intervention de première avec Reto Camponovo. Et puis, les interventions ensuite sont plutôt de 6 minutes, de façon à laisser le temps de discussion. Et il est prévu d'avoir une discussion avec la salle qui peut se faire juste après les présentations un peu. Et puis, une discussion globale entre les participants et nous et vous, qui pourra se faire à la fin, donc jusqu'à 12h45, 12h30. Voilà. Très bien. J'appelle le professeur Reto Camponovo pour la première présentation. Donc, Reto est professeur à l'école de Haute École du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève, avec différentes activités très, très, très variées dont il va vous parler. Et il est aussi président du jury du prix solaire suisse, qui est vraiment une expérience extrêmement intéressante qui est faite en Suisse sur le développement du solaire, le développement du photovoltaïque. Et vous verrez, c'est aussi assez extraordinaire de voir ce qui se passe dans les développements de ce qu'on appelle les maisons à énergie positive. Mais je ne veux pas prendre plus de temps. Reto, le floor is yours. Merci. Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Merci Daniel de m'avoir invité à cette magnifique journée. Et il m'a posé en même temps une colle un tout petit peu par rapport au temps, à ce qu'il souhaitait que je puisse traiter. Et finalement, vous allez découvrir, j'ai organisé ça, je ne savais pas où je voulais aller, puis comme je suis quelqu'un un peu assez pratique, et que je m'investis beaucoup pour comprendre les mécanismes qui permettent de progresser, de modifier un tout petit peu les choses, de faire que le solaire puisse, par exemple en Suisse, se déployer dans des bonnes conditions. Je vais donc parcourir en fait un certain nombre de... Quatre séquences. Donc, j'ai retenu pour commencer un tout petit peu un savant franco-suisse, Horace Bénédicte de Saussure. Je ne sais pas si il vous interpelle, mais en fait, c'est un tout petit peu le précurseur de l'ancêtre du capteur solaire. Il avait développé l'héliothermomètre. Et il fait partie d'une famille de Lorraine dont une branche, finalement, à la période du protestantisme, s'est déplacée en Suisse, à Genève. Il est né à Genève et c'est dans cet environnement-là qu'il a développé beaucoup de recherches scientifiques.
Comme l'a dit tout à l'heure Daniel, je suis responsable aussi d'un groupe de recherche interdisciplinaire et la thématique de l'énergie solaire et de l'adaptation des villes au changement climatique sont un peu notre point de force. Avec un dernier point de force que je constate qui se perd de plus en plus, c'est qu'on donne une grande importance à la météorologie, c'est-à-dire encore de garder cette capacité à mesurer les phénomènes physiques, les situations sur lesquelles on veut développer ou déployer tel ou tel système. Donc je vous disais, je vous propose de me suivre à travers 4 séquences. Un clin d'œil au cadre normatif, un clin d'œil à l'aspect patrimonial, un dispositif de cadastre solaire et puis pour terminer sur le prix solaire. J'avais envie de parler de ça et puis en fait à la fin j'ai vu que toutes ces pièces arrivent à se combiner. Alors, mais qu'est-ce qu'il a à faire en fait le cadre normatif? Donc je vous relate l'expérience de la Suisse. 2 mots, en fait, en Suisse, il y a une association d'ingénieurs et d'architectes qui est responsable d'élaborer le cadre normatif qui doit suivre en fait ce qui est décidé au niveau de la politique nationale, qui elle-même, évidemment, tient compte aussi de ce qui se passe au niveau des progrès, au niveau des normatives européennes. Alors là où ça doit peut-être vous faire sourire, c'est que, en fait, après la Suisse est composée de 26 cantons, et dans chaque canton, est en charge de transposer sur le terrain ce cadre fédéral. Ça veut dire que nous avons 26 offices cantonaux de l'énergie qui édictent ensuite, qui adaptent les règlements nationaux. Ça peut paraître absurde, mais finalement, ça fonctionne assez bien, dans la mesure où après, ces responsables cantonaux de l'énergie se réunissent autour d'un groupe et ils coordonnent les actions. Ça veut dire aussi que les cantons, en général, vont être plus restrictifs que ce que donne le cadre national. Et pourquoi j'ai commencé par cet aspect-là de l'isolation thermique? Parce qu'en fait, avec les dernières normatives, ce qui est en vigueur actuellement, elle date de 2016, finalement, on impose de plus en plus des valeurs d'isolation thermique des bâtiments qui s'approchent gentiment des valeurs correspondantes à ce qu'on appellera une maison passive. Et ce n'est pas anodin. Ensuite, en même temps, les cantons, comme je vous ai dit, ils ont une certaine autonomie. On a vu apparaître depuis quelques années une notion d'obligation d'introduire une certaine part d'énergie renouvelable dans tous les nouveaux projets de construction. Et ça aussi, c'est intéressant, ça a été un tout petit peu précurseur de ce qu'on appelle maintenant la décarbonatation progressive de nos systèmes énergétiques. C'est intéressant, certains cantons vont plus loin, tous les cantons pratiquement obligent à 30% d'énergie renouvelable, mais on sent que ça va aller en augmentant aussi. Certains cantons sont déjà à 50% et à terme, ce sera effectivement 100%. Donc finalement, je suis convaincu qu'à l'époque où les physiciens, les personnes en charge d'élaborer cette norme ont réfléchi là-dessus, ils n'avaient pas en tête le lien, le couplage avec le solaire. C'est quelque chose qui a pris place progressivement. Et c'est là où je vais terminer ensuite tout à l'heure avec le prix solaire, qui lui a été visionnaire, précurseur dans cette démarche, dans ce lien habitat passif et potentiel de production d'énergie solaire. Deuxième séquence, c'est la petite soirée qu'on a passée hier soir entre les intervenants à cette table ronde d'ici me l'a confirmé. L'aspect, et qui se retrouve certainement aussi du côté français qu'en Suisse, comme dans tous les pays, l'aspect, le lien très intime énergie solaire et culture du bâti. On sait que ça peut être aussi un frein. Et là, j'ai eu la chance d'être impliqué dans un projet de nouveau au niveau national qui s'est posé cette question. Pourquoi il s'est posé cette question? Elle est relativement récente, parce que au niveau fédéral, on a commencé à lâcher du lest, à plus être aussi exigeant que ça au niveau de la protection du patrimoine en donnant une priorité au déploiement de l'énergie solaire. Alors ça, c'était une politique
du département de l'énergie, mais en même temps, le département fédéral de la culture du bâti a commencé à se préoccuper. Ils ont dit, mais on doit mettre en place des outils qui nous permettent quand même, et vous savez, il y a toujours les aspects catastrophiques, on doit préserver notre patrimoine, ce qui est aussi très légitime. On sait aujourd'hui l'évolution de la production de cellules solaires, etc., qu'il y a un très grand effort qui a été fait, que la notion de mimétisme est très présente et que cette combinaison solaire et patrimoine devient de plus en plus réalisable. Alors, on a été mandaté pour faire cette étude. Première chose, et ça rejoint certaines interventions précédentes, évidemment, il y avait l'équipe ingénierie. Élément pivot de toute cette étude, c'était la présence d'une historienne, mais qui n'avait pas d'idée de parti pris. Pour elle, c'était une architecte historienne, et c'est vraiment le pivot. Une autre école technique qui nous a accompagnés, et puis un opérateur industriel, un distributeur d'énergie. Et on a développé la méthodologie, appliqué tout ça sur une ville adjacente à Genève, Carouge, qui a une ville avec un riche passé historique, avec carrément tout un périmètre qui est protégé au niveau national. Et en même temps, c'est une ville qui, du fait de l'évolution démographique, dans les 10-20 prochaines années, 50% de son territoire va complètement être muté, transformé par des nouveaux quartiers, voire des démolitions et reconstructions. Donc un territoire, une situation très complexe pour développer cette méthode. Je ne rentre pas dans les détails, mais vous aurez accès aux diapositives et à chaque fois, j'ai indiqué les liens qui vont vous permettre de décharger l'étude détaillée, la mise en pratique et puis le document que l'Office fédéral a publié pour inciter à reproduire cette démarche ici. C'était une démarche en 5 étapes où il s'agissait de définir les périmètres, évaluer l'adaptabilité de ces périmètres, l'acceptation à l'énergie solaire, déterminer le potentiel, on verra tout à l'heure comment, ce sera avec le cadastre, fixer des priorités, élaborer des fiches de synthèse. L'idée étant vraiment d'éviter ces écueils ou d'anticiper, de faire une cartographie, de définir où est-ce qu'on a tout intérêt à y aller, où est-ce qu'on devrait éviter, d'avoir une lecture large, de mettre en place des systèmes éventuellement de mutualisation. Là où on ne peut pas mettre des panneaux de l'énergie solaire, est-ce qu'on peut la mutualiser avec des nouveaux quartiers et ainsi de suite. Alors, ça a été un super travail, intellectuellement très intéressant. Ça n'a pas toujours été évident de discuter avec nos mandants, l'Office fédéral de la culture, mais finalement, on a quand même réussi. Maintenant, avec quelques années de recul, ce que je peux observer, c'est qu'en fait, toute cette méthodologie, elle a de la peine à prendre, tout simplement parce que cette équipe, ça nécessite justement que chaque canton ou chaque ville ou chaque commune arrive à monter une équipe aussi bien d'ingénierie, et je reviens sur l'élément pivot, c'est cette présence de un ou une historienne, et en fait, c'est ça l'élément qui freine un tout petit peu le déploiement de cette méthode. Un aperçu de ces fiches ensuite vulgarisantes où tous les promoteurs et les institutions aussi auxquelles elles ont accès, ce qui permet d'accélérer après les procédures d'octroi des autorisations. Et vous avez donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les références à tous ces documents. Pour faire ce travail, il fallait aussi pouvoir récolter d'une manière aussi précise que possible les données territoriales de toiture, de part de toiture, de part de façade. Et en fait, il faut savoir que là aussi, on avait eu la chance de développer, ça c'était pour le canton de Genève, qui a été précurseur, un des premiers cadastres, j'appelle ça robuste, parce qu'on a fait appel à un modèle numérique de terrain avec maîtrise des ombrages lointains, proches et ainsi de suite.
Et ça, c'est un deuxième outil qui a été mis en place pour favoriser, accessible au public, pour favoriser donc le déploiement, l'envie. Chacun peut aller cliquer sur sa maison et ça lui sort où c'est qu'il peut installer des panneaux solaires, quel est le potentiel de production, et surtout, ça a été aussi couplé avec la consommation, les besoins en énergie du bâtiment. Ce qui fait que la personne, elle a tout de suite une idée est-ce qu'elle couvre la totalité, une partie, et aussi un aspect économique. Ce projet ici vient de se terminer maintenant au niveau du Grand Genève. Donc, il a eu une suite dans un projet franco-suisse avec ce qu'on appelle le Genevois français. C'est illustré sur cette carte ici. Et là aussi, vous avez les liens pour accéder à ce nouveau cadastre qui est transfrontalier et d'autres documentations techniques. Voilà un extrait de ce cadastre ici. Donc, il concerne quand même 2000 km² de surface que représente le Grand Genève, 265 000 bâtiments, avec ce modèle LIDAR avec une résolution de 50 cm au sol et la radiation solaire directe, diffuse, réfléchie, elle est calculée sur chaque portion de 0,25 m². C'est là qu'on peut sortir ensuite, voilà, on voit que le potentiel du canton de Genève est de 1,6 gigawatts. Et il a été élaboré à partir d'un optimum économique avec un temps de retour sur investissement minima. On peut toujours, donc c'est la situation au pire, on peut toujours modifier ce paramètre. Et si on regarde maintenant le potentiel au niveau du district, de la région voisine, toujours en Suisse, et puis du Genevois français, on voit qu'à elles seules, ces deux régions ont un potentiel de 3,2 gigawatts. J'en viens maintenant à la quatrième séquence, qui est celle du prix solaire suisse, dont j'ai l'honneur depuis quelques années d'être président. Mais là, de nouveau, moi j'aime bien l'histoire d'une manière générale. Hein, et c'est une histoire, et ce prix solaire, il a une histoire, parce qu'il est né d'une initiative de quelques citoyens, vraiment, visionnaires, ambitieux. Et je salue la présence de M. Gallus Cadonau, qui fait partie de ces pionniers qui, depuis le début, ont cru en l'énergie solaire et qui se sont investis avec force. Ils ont participé au premier concours de mobilité solaire et qui encore aujourd'hui porte avec une énergie, je ne sais pas où c'est qu'ils la trouvent, en tout cas dans le soleil, ça c'est certain, ce prix qui a aujourd'hui une certaine reconnaissance, en tout cas au niveau suisse et bien au-delà, et qui est dépourvu de tout intérêt financier ou quoi que ce soit. Et il a tellement de succès, ce prix solaire, que depuis 2010 uniquement, le fameux architecte Norman Foster a cru en ce projet et il nous permet aujourd'hui de donner des distinctions à des bâtiments qui ont su combiner d'une manière particulièrement élégante aussi bien le potentiel de production solaire que l'aspect architectural. Vous trouvez ici Gallus Cadonau avec Norman Foster en 2010. Je ne connais pas l'origine de cette photo, mais je pense que c'est là qu'ils ont pu se mettre d'accord. Et puis tout à droite, la remise toujours avec Norman Foster tout à gauche. Et puis la première équipe qui a reçu ce prix solaire. Vous voyez que en 31 ans maintenant, mais en 30 ans, on a fêté les 30 ans l'année passée, et il y a eu 3792 candidatures à ce prix, 452 prix solaires ont été distribués, et parmi ces prix solaires, ensuite, il y a encore une sélection pour le prix solaire européen, et 50
projets ont reçu le prix solaire européen. Pour le Norman Foster Award, il y a eu 25 attributions de ce prix, 37 Norman Foster Award et bâtiments énergie positive, et il y a encore des diplômes qui sont distribués. Alors, quelle est la particularité de ce prix? C'est sa rigueur. Très, très franchement, je ne savais pas dans quelle aventure j'allais me lancer quand on m'a proposé de participer à cette magnifique aventure. C'est qu'au préalable, donc, tous les dossiers sont reçus. Il y a une commission technique qui vérifie la validité de ces dossiers. Et puis, vous voyez, je l'ai mis en gras. Il faut savoir que la grande particularité, c'est que les participants doivent soumettre les décomptes énergétiques de production réellement courus, hein, la dernière année avant la participation au prix. Donc c'est hyper strict, et c'est ça qui en fait la force, c'est que tout ce qui est primé ou qui peut accéder à ce prix-là est basé sur des valeurs effectives, mesurées et contrôlées préalablement par la commission technique. Ensuite, le jury, qui est composé de 25 à peu près personnes, mais ce ne sont pas... Il y a tout mélangé, donc il y a des ingénieurs, des architectes. On attribue donc les reconnaissances. Et ensuite, deuxième partie de l'année, on a une cérémonie au niveau national officielle. Alors je chéris, et c'est vraiment le hasard, Wolfgang, je chéris cette image ici que j'ai voulu mettre parce que à travers le sourire des trois personnes, donc Gallus, la collaboratrice, et puis la force, comme tu l'as mis tout à l'heure dans ta présentation, il y a de l'énergie aussi dans cette photo et dans toutes les personnes qui y participent. Alors, ces 30 ans de récolte de données précises, mesurées, ont permis quand même d'établir un projet de société. Et là, de nouveau, c'est le directeur de l'agence solaire, très robuste pour dire on y va, en fait on y va, on y est déjà dans ces objectifs de respect de l'accord de Paris. Regardez, les chiffres sont là, arrêtons maintenant de tergiverser et allons-y vraiment, même au-delà du prix solaire, maintenant ça doit être vraiment pris à la charge par le niveau politique. Il n'y a plus d'excuses si vous voulez. Et là aussi vous trouvez les documents, toute une étude qui a été faite qui montre le potentiel. Maintenant, si on applique tout simplement tout ce qu'on a observé en 30 ans de prix solaire à l'ensemble du parc bâti suisse, on s'aperçoit qu'en fait, il suffit de couvrir 40% encore, la moitié du parc existant pour atteindre et dépasser les objectifs de l'accord de Paris. Alors, je ne sais pas combien de micros... Il n'y a plus de... OK, voilà, j'étais sûr. Mais vous trouvez dans ces documents, alors la version complète, elle est uniquement en allemand. Il y a un résumé, mais vous pourrez... on espère que prochainement, il y aura aussi la version détaillée en français, entièrement traduite. Mais on passe en revue un certain nombre de prix, de réalisations primées. La rénovation d'une bâtisse, et là vous voyez, j'ai commencé par cet aspect très patrimoine énergie, c'est faisable, c'est acceptable, ça a été accepté par l'office cantonal du patrimoine, cette rénovation-là. Ici vous voyez, on est typiquement, vous voyez derrière, dans une ville fortifiée, où il y a l'aspect non seulement de l'objet lui-même qui doit être préservé, mais il y a l'aspect de la protection paysagère. Ça a été rendu faisable. Intégration, de nouveaux bâtiments protégés, et ça c'est grâce au développement des techniques solaires.
Bref, vous aurez cette présentation. Je ne veux pas me mettre en défaut. Peut-être ce cas ici, c'est une rénovation agrandissement qui a reçu, c'est un bâtiment à énergie positive et qui a reçu le prix, un des prix Norman Foster. Les installations aussi, c'est une catégorie qui reçoit des prix et ça devient de plus en plus intéressant. Les barrages, il y a l'effet de réflexion sur le plan d'eau et en hiver, quand il y a la neige, il y a encore aussi énormément de réflexion. Petite curiosité, donc je terminerai là-dessus, promis juré. Le cas d'en haut, il est très intéressant, c'est ces couvertures solaires pliantes par-dessus les usines de traitement des eaux usées, qui commence à se généraliser maintenant. Suite à ce premier prix solaire, il y a d'autres cantons et d'autres installations qui ont commencé à se faire. Et en plus, pourquoi elles sont pliantes, elles ne sont pas fixes? Parce que ça permet, dans ces bassins biologiques, en fonction du rayonnement solaire et de la température de l'eau, ça permet d'optimiser le processus bactériologique. Le cas en bas, il n'a peut-être rien de particulier, ne serait-ce que ces 35 000 mètres carrés de toiture solaire ont été installés en une année. Et l'astuce ici a été vraiment d'insister sur un processus d'industrialisation de la structure qui allait accueillir les panneaux solaires. Et moi, je n'étais pas présent, mais à la lecture du rapport du jury, à un certain moment, ils montaient directement les rangées avec les panneaux solaires installés et la superstructure. Voilà, promis juré que j'allais arrêter ici. Les publications en version light sont disponibles aussi. Ces 30 ans d'aventure sont disponibles sur le site. Donc finalement, voilà que le puzzle, il se recompose et j'espère que vous avez pu me suivre dans ces 4 imbrications. C'est une manière de mener en avant l'énergie solaire dans un cadre politique, réglementaire, au mieux de ce qu'on peut faire. Voilà, merci beaucoup. On va passer, on reviendra sur garder des questions pour la partie discussion enfin, on reviendra un peu sur les interventions. Donc je vais encore échapper là. Bonjour à tous, merci Daniel pour ton invitation. Désolé de ne pas être avec vous et puis avec mes petits camarades du photovoltaïque qui sont réunis aujourd'hui autour de toi. Alors je suis journaliste français, rédacteur en chef de l'Observatoire de l'énergie renouvelable que vous avez sans doute appris à connaître ce matin. Je suis non pas basé à Berlin mais à Hambourg, qui est aussi une belle ville que je recommande à tout le monde de visiter. Et je vais vous faire une revue, on va dire, un peu statistique de la transition énergétique allemande. Ça peut être un peu austère, mais ça permettra aussi de démentir assez rapidement certaines contre-vérités qui sont souvent colportées en France, et en particulier à des heures de grande écoute, ce qui est toujours un peu dommage. Je m'aperçois que ma batterie est un peu faible, donc je vais moi aussi avoir un petit moment technique. Désolé. On n'est jamais bien préparé à ces affaires. Alors, est-ce que je peux faire défiler? Voilà, pardon. Donc, le photovoltaïque en Allemagne. Je vais tester d'aller assez vite sur la présentation pour laisser du temps à mes petits camarades. La capacité installée, ce que vous voyez en jaune, qui cumule aujourd'hui 60 gigawatts en Allemagne. Les barres bleues représentent le marché annuel. Donc on est passé d'environ un peu plus de 7 gigawatts en 2011-2012 à 1,5 en 2015 au plus bas. Voilà. Et puis donc 60 gigawatts installés à la fin 2021. Par comparaison, le parc nucléaire français, c'est 61,4 gigawatts. Donc pour vous donner des puissances, ce qui ne veut pas dire production, on en reparlera dans un instant. Le creux qu'on voit là, c'est un creux dont on aurait bien aimé se passer en Allemagne, parce qu'aujourd'hui, toute cette capacité qui n'a pas été installée de 2013 à 2019, on en aurait bien besoin.
il y a un petit déficit de production solaire. Du coup, il y a aujourd'hui un plan d'accélération par le nouveau gouvernement qui fait qu'on devrait tenter de remonter un peu la barre et vous verrez comment tout à l'heure. Ce creux est dû à une politique de freinage du photovoltaïque qui était considérée à l'époque trop chère. Alors même que c'était justement l'époque où le photovoltaïque était de moins en moins cher. Donc il y a eu un coup de frein trop brutal qui a fait qu'entre 2011 et 2016, 100 000 emplois ont été perdus dans le solaire en Allemagne. Alors, ce n'étaient pas des grandes usines, c'était des installateurs, des commerciaux, et puis quand même quelques usines qui ont fermé, puisque l'Allemagne avait quelques usines de fabrication de panneaux. Mais voilà, à mon sens, à l'époque, j'ai trouvé ça un peu brutal. Un peu moins brutal que la France, mais tout de même brutal. Comment se répartit cette puissance? Donc, au départ, au démarrage du photovoltaïque, on va dire, c'était surtout les installations sur les toits. Donc, c'est les barres en bleu et rouge que vous voyez sur ces histogrammes. Donc évidemment, la puissance en 2000 n'est pas celle qu'on a aujourd'hui, mais en termes de répartition, c'était surtout les petites installations, vous voyez en bleu foncé, celles de 0 à 10 kW, qui dominaient le marché, on va dire. Et puis au fil du temps, à mesure que le photovoltaïque devenait moins cher, les centrales au sol ont pris le dessus, mais il reste toujours une forte présence des centrales sur les toits en Allemagne, ce qui n'est pas tout à fait la même configuration en France, où c'est plutôt l'inverse. Les toits sont assez peu équipés de photovoltaïque, et c'est le marché des grandes centrales au sol qui tire le marché annuel français. Et j'ai oublié de préciser que quand on avait 1,5 à 7 gigawatts en Allemagne, en France, on a stagné sous la barre du gigawatt pendant la dernière décennie. Et on vient juste d'atteindre pratiquement 3 gigawatts en 2021, mais ça, vous le savez sans doute si vous suivez ce que Daniel vous rapporte dans ce séminaire. En termes de production maintenant, pardon. Donc on n'a jamais 60 gigawatts photovoltaïques qui injectent sur le réseau. On a, mais dès qu'il fait beau, on peut compter la nuit, c'est 0. Mais à midi, là, par exemple, sur ces courbes qui étaient en début de semaine, lundi et mardi, on avait de 35 gigawatts à midi et 39 gigawatts le lendemain. Je me permets de signaler que le parc français non plus ne tourne jamais à 100%. Sur les 61 gigawatts qui sont de puissance nucléaire en France, on a cette semaine 32 gigawatts qui fonctionnent en continu. Donc la différence, évidemment, c'est que le solaire ne fonctionne pas en continu. Mais oui, on a quand même 24 réacteurs qui sont à l'arrêt en France, donc la production souffre pas mal en ce moment. Donc vous voyez que le solaire peut, la courbe rose qui est juste au-dessus des petites comment dire, de la production solaire, c'est la consommation intérieure, et la courbe violette, c'est le poids CO2 du kilowattheure du mix électrique allemand. Donc on voit quand même que le solaire peut couvrir une large part de la consommation électrique allemande quand il fait beau. Là, on voit en bleu l'éolien qui ne produit pas beaucoup. En général, ils sont assez complémentaires. Quand il n'y a pas de soleil, il y a du vent, et quand il n'y a pas de vent, il y a du soleil, du moins en journée. Et ce que vous voyez en marron, c'est la production nucléaire. Et enfin, tout en bas, ce sont l'hydraulique et la biomasse, qui produisent eux aussi en continu et qui pourraient servir à l'avenir à suivre la variabilité des énergies renouvelables, et donc à s'adapter en quelque sorte, à épouser la charge, à compléter les énergies variables. Ici, vous avez la production en terawattheure des différentes sources d'énergie et sources de production d'électricité, donc en vert les énergies renouvelables. On voit qu'elles sont passées de pas grand-chose en 90 à 237 en 2021, c'était 250 en 2020. Il y a eu beaucoup moins de vent l'année dernière, ce qui fait qu'il y a eu un fort déficit de production éolienne, mais qui pourrait être rattrapé dès cette année. Donc on voit, ce graphique est intéressant parce qu'il montre en noir et en marron, vous avez le Steinkohle, c'est la houille, et le Braunkohle, c'est le lignite. Et en gris, vous avez l'énergie nucléaire, Kernenergie.
Donc on voit avec ce graphique que non seulement les énergies renouvelables ont compensé la fermeture des centrales nucléaires, et aussi commencer à faire baisser la production qui vient du charbon. Donc on a toujours du charbon dans le mix allemand, mais sa part était beaucoup réduite. Sa part dans le mix est de 23% contre plus de 40% en 2010 par exemple. Donc vous voyez en TWh ce que ça donne, 263 TWh venant du charbon en 2010 pour 162 en 2021. Et on voit aussi que le gaz, air de gaz en bleu tout là-haut, n'augmente pas de façon dramatique comme on l'entend souvent en France. Il était de 89 TWh en 2010 et il était encore de 89 TWh en 2021. Donc le gaz aussi est nécessaire, mais ce n'est pas le gaz qui compense l'extinction du charbon ou du nucléaire. Les objectifs de l'Energy 22, c'est quoi? C'était d'atteindre moins 40% en 2020 en termes d'émissions de CO2. L'objectif, malgré ce que montre le graphique, n'a pas été atteint, puisqu'on était à moins 35,8% de CO2 en 2021 par rapport à 1990. L'objectif repris par le nouveau gouvernement, c'est d'atteindre moins 65% d'émissions en 2030, et puis enfin la neutralité carbone en 2045, et non pas en 2050 comme en France. L'autre information intéressante sur ce graphique, c'est la barre bleue tout en bas, qui sont les émissions de CO2 du secteur électrique. Et on voit que le secteur électrique est celui qui a le plus rapidement baissé ses émissions de CO2 depuis 1990. Elles ont été divisées par 2. Les objectifs à 2030. Le gouvernement vient de sortir un Osterpaket, un paquet de PAC qui a été rendu public le 6 avril et qui vise à passer la part des renouvelables à au moins 80% de la consommation d'électricité en 2030, avec l'objectif que je n'ai pas écrit là, mais qui est dans le paquet législatif, qui est de tenter d'atteindre le 100% renouvelable d'électricité renouvelable en 2035. Et je lisais hier une étude de l'Institut économique de Berlin, le DIW Berlin, qui indiquait dans une modélisation que le 95% d'électricité renouvelable en 2031 était possible. Donc on verra au cours des 9 années à venir si ça peut se réaliser. Comment est-ce qu'on peut faire pour atteindre ces objectifs ambitieux? Surtout développer l'éolien et le photovoltaïque, ce qui donne des objectifs d'installation annuelle assez faramineux. On n'est pas habitué à ces chiffres-là. On devrait passer de un peu plus de 2 gigawatts pour l'éolien terrestre en 2022 à 10 d'ici 3 ans. Par an, et se maintenir à ce niveau jusqu'en 2035 pour arriver à avoir les capacités nécessaires pour avoir, alors sur ce scénario, c'est 600 TWh d'électricité renouvelable en 2030. Pour le photovoltaïque, c'est encore plus impressionnant puisqu'on passerait de 5-6 actuellement à 22 gigawattheures par an à partir de 2026. Et l'éolien en mer n'est pas indiqué dans ces graphiques, mais les objectifs du gouvernement sont d'atteindre 30 gigawatts en 2030, compte à peu près 8 actuellement raccordés au réseau, 40 en 2035 et au moins 70 gigawatts en 2045. C'est ma dernière slide pour vous donner un aperçu. J'allais juste dire... Super. Ma dernière slide pour vous donner un aperçu, oui j'ai fait un peu plus long que 6 minutes, de ce que pourrait donner le mix électrique en 2045. Ça donne ça. Vous voyez que la production peut aller jusqu'à 500 gigawatts sur la dernière courbe, alors que la consommation devrait se situer dans les 100 premiers gigawatts, ce qui veut dire que tout ce qui ne sera pas consommé par l'électricité spécifique sera stocké d'une manière ou d'une autre sous forme des batteries, sous forme de chaleur ou transformé en hydrogène ou en gaz de synthèse. Voilà à peu près ce que devrait donner l'Energy 22 d'ici 2045. Et j'ai fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
C'est une autre vision aussi de ce qui se passe. Les deux représentations entre la Suisse et la présentation sur la situation en Allemagne sont vraiment très intéressantes parce que très complémentaires également. Et ce que je vous propose quand même, c'est d'avancer sur les présentations. Comme ça, on ne sera pas trop coincé en fin de temps. Et tu restes en ligne, Vincent ? Oui, bien sûr, oui. Bon, très bien. Donc, en fait, on va passer à la prochaine. Alors là, j'ai encore mon souci habituel. Escape. Je ne sais plus comment on fait. Je vais essayer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci, Daniel, pour l'invitation. Donc, en très très peu de temps, je vais essayer de vous donner un aperçu des enjeux autour de, vraiment, pour le coup, la dynamique sociétale du déploiement, pas uniquement du solaire, mais des énergies renouvelables. Vincent Jacques le Seigneur le disait tout à l'heure, en fait, le déploiement des énergies renouvelables dans les années à venir dépend davantage des innovations sociétales et organisationnelles que technologiques. Dans l'ensemble, les technologies, on les a. Par contre, on se rend compte aujourd'hui, pour l'instant, essentiellement sur l'éolien, mais ça commence également sur le photovoltaïque, et sur d'autres technologies comme la méthanisation, qu'il y a de plus en plus d'incompréhension, parfois de conflits, d'opposition autour de ces énergies. Et donc, un vrai besoin, quelque part, d'impliquer davantage les acteurs locaux dans les projets, dans la transition. Et donc, je vais vous parler un peu de ce qu'on voit apparaître aujourd'hui dans toute la galaxie de ce que nous, on appelle les mouvements participatifs d'énergie renouvelable. Alors, est-ce que ça marche? Non, ça ne marche pas. Ça marche. Voilà. Juste pour rapidement évoquer, alors je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les modèles, mais pour vous indiquer qu'il y a une diversité de modèles participatifs d'énergie renouvelable qui permettent d'une manière ou d'une autre d'associer généralement les citoyens, les habitants locaux, dans beaucoup de cas également les collectivités locales, voire des entreprises du territoire. L'enjeu étant toujours le même, comment est-ce que j'arrive à impliquer davantage tous ces acteurs dans les projets? Là-dedans, on a différentes manières de faire. Pour faire simple, on va distinguer les grands modèles en fonction de deux critères. D'un côté, quelle est la participation des acteurs locaux au financement des projets? Donc, à quel point est-ce qu'ils sont détenteurs du capital, de l'investissement dans le projet? Et de l'autre côté, la dimension de la gouvernance. Donc, est-ce qu'ils sont réellement partie prenante des décisions pour développer le projet? Et notamment, est-ce qu'ils sont partie prenante au départ du projet? Donc, au moment où on prend réellement les décisions pour le développement, où est-ce qu'on met une installation, de quelle taille, de quelle technologie, comment est-ce qu'on la finance, etc. Amener des citoyens dans la gouvernance d'un projet d'énergie renouvelable au bout de 5 ans, une fois qu'il est déjà construit, forcément, ne veut pas dire la même chose. Il n'y a plus grand-chose à décider. Donc voilà, là vous voyez un peu différents modèles et questions en fait, qu'on se pose. Donc, à l'IDRI, on a fait plusieurs publications pour justement essayer de comprendre quelles sont les différences entre ces modèles-là. Comment ils peuvent être complémentaires aussi. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas forcément un seul modèle parfait. On parle là de modèles qui ont des degrés d'implication très différents. Donc, les projets citoyens, les projets coopératifs, dont parlera Justine également, sont les projets avec la plus forte implication des acteurs locaux qui vraiment vont porter eux-mêmes ces projets. Ce n'est pas la même chose que le financement participatif, où généralement le projet reste porté par un développeur professionnel et les citoyens interviennent dans le financement du projet. Donc c'est plus indirect, ils donnent de l'argent, mais ils ne sont pas forcément derrière en train de suivre le projet, de prendre les décisions, de le porter au quotidien. Mais les deux peuvent être très bien complémentaires parce qu'on n'a pas tous les mêmes envies de participation, on n'a pas tous le même temps et l'énergie pour faire ça. Donc juste pour dire, en fait, toutes les formes de participation sont bonnes à une condition, c'est qu'on se pose la question de à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on fait ça, et du coup de comprendre également que les différents modèles participatifs n'apportent pas forcément les mêmes valeurs ajoutées, justement en termes de plus-value, de bénéfices pour le territoire. Dans les enjeux qu'on voit généralement apparaître par rapport à ces projets, il y a évidemment l'acceptation locale du projet. C'est aujourd'hui, quelque part, l'élément qui a le plus retenu l'attention des politiques et des entreprises privées, des développeurs, pour se dire il y a quelque chose à faire pour rendre les projets plus acceptables. Il y a un très fort enjeu de répartition des coûts et des bénéfices, parce qu'en fait, si on permet aux citoyens de participer dans les projets, forcément, ils sont aussi bénéficiaires sur le plan financier de ces projets, ce qui explique notamment, Vincent Boulanger parlait du développement des énergies renouvelables en Allemagne, qui a été très très fort, très coûteux aussi, notamment dans les années 2000 jusqu'à 2013, quand le solaire coûtait plus cher.
Le fait que les Allemands, aujourd'hui, à plus de 90%, soutiennent encore ces développements des énergies renouvelables est en grande partie basé sur le fait qu'ils sont, dans beaucoup de cas, eux-mêmes bénéficiaires de ces mêmes projets. Donc c'est quand même des enjeux assez forts. Un enjeu très fort aujourd'hui aussi autour des retombées économiques locales. Faire un projet qui est entièrement maîtrisé par le territoire ne produit pas les mêmes retombées pour le territoire qu'un projet qui est entièrement maîtrisé par un acteur extérieur. Et puis derrière, il y a également des enjeux beaucoup plus politiques sur les questions d'appropriation et de démocratisation de l'énergie, qui sont beaucoup moins évoquées en France aujourd'hui. On n'a pas d'objectif en termes de démocratisation de l'énergie dans notre stratégie nationale bas carbone. Donc, en termes scientifiques, nous, on parle souvent de la distinction entre une approche qui se voudrait utilitariste. Donc, on fait ça quelque part pour permettre un développement accéléré des renouvelables, mais on ne considère pas que la participation des citoyens ou des acteurs locaux est un objectif en soi. Et face à quoi on peut opposer une vision qui serait plus normative, plus politique, qui dit en fait la démocratisation de l'énergie est un objectif à part entière de cette transition, au même point que la décarbonation et le développement des énergies renouvelables. Et une fois qu'on a dit tout ça, on peut se dire, mais en fait, jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller dans le développement des projets participatifs ? Et en fait, premier constat, c'est que c'est très compliqué de définir de manière précise un potentiel. On l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de la Suisse, quand on parle du solaire, on peut très facilement définir un gisement en fonction de critères, de paramètres techniques, économiques. Pareil pour l'éolien, on connaît les ressources en vent, etc. Là, on parle de modèle organisationnel. Donc, quelque part, si on veut, le potentiel, il est compris quelque part entre 0 à 100% de l'ensemble des projets d'énergie renouvelable. On peut très bien imaginer un développement des énergies renouvelables dans lequel aucun projet n'est détenu par les citoyens, qu'il s'agisse de manière individuelle ou collective, et on peut aussi s'imaginer un système dans lequel jusqu'à 100% des projets soient détenus directement ou indirectement par les citoyens. Donc, en gros, juste pour insister que si on parle de potentiel des projets participatifs, on est sur une question qui est politique, qui est sociétale. C'est à nous de décider quelque part jusqu'où est-ce qu'on voudrait aller sur ces projets-là, quelle est l'importance qu'on leur accorde, et du coup, quels sont les mécanismes de soutien éventuellement qu'on met derrière pour avantager ces projets qui souvent ont plus de mal à exister parce qu'ils sont plus petits, parce qu'on est avec des acteurs qui ne sont pas forcément des professionnels de l'énergie, donc qui ont plus de mal à monter les projets. Je vous ai mis là une carte, une image qui sort d'une étude européenne d'un centre de recherche hollandais, CIE Delft, qui en 2016 avait essayé de un peu s'intéresser à la question du potentiel d'un point de vue plus technique pour dire jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller dans l'implication des ménages européens dans cette transition sur le plan électrique. Et ce qu'il disait, c'est que jusqu'à plus de 80% des ménages européens pourraient, à terme, à l'horizon 2050, participer directement dans cette transition. Tout d'abord en devenant producteurs, individuellement sur leur toiture ou via des projets collectifs et des coopératives, et pourraient également intervenir dans le système avec du stockage, avec des ballons d'eau chaude, avec des véhicules électriques. Donc en gros, c'était juste pour insister sur le fait qu'on est tous concernés, et il y a un très vaste potentiel pour développer ce projet, à condition de créer les cadres qui le permettent. Autre exemple important, on parlait de l'Allemagne. En Allemagne, chose qui est moins connue, 50% de l'ensemble des capacités d'électricité renouvelable installées depuis 2000 sont en possession des citoyens, pour 30%, des agriculteurs, pour 12%, et des collectivités locales, pour environ 10%. Donc les fameuses régies municipales qui persistent en Allemagne. Donc en gros, ça montre quand même qu'on peut aller très très loin. Vous avez vu que le développement des énergies renouvelables en Allemagne, c'est massif. C'est 120 gigawatts développés aujourd'hui. Et 50% de ces 120 gigawatts sont en possession des acteurs locaux. Les Pays-Bas, idem, ont décidé, dans le cadre de leur stratégie nationale énergie-climat, d'atteindre un objectif de 50% des projets nouveaux d'énergie renouvelable en possession des acteurs locaux, citoyens et collectivités. En France, depuis l'année dernière, on a également un nouvel objectif politique, c'est la première fois, donc on peut discuter du fait qu'il soit très ou pas assez ambitieux. Mais on a, donc la ministre Barbara Pompili avait annoncé en novembre l'objectif d'atteindre 1000 nouveaux projets à gouvernance locale, donc des projets collectifs d'énergie renouvelable, à l'horizon 2028. Ça peut sembler peu, mais au regard du nombre de projets qu'on a aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Donc c'est un vrai signal d'accélération. Mais clairement, pour aller plus loin dans le déploiement, il faudra se poser cette question de comment est-ce qu'on implique davantage les citoyens à tous les niveaux.
Je m'arrête là. Vous avez là aussi des liens vers des études disponibles en accès libre. Et je vous ai également mis le lien vers le résultat d'un processus de concertation qui a été mené par le ministère de l'écologie l'année dernière, donc les 10 mesures en faveur des énergies renouvelables citoyennes. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci à Daniel et au Collège de France de nous permettre, à Énergie Partagée et au mouvement citoyen, de pouvoir présenter l'expérience d'Énergie Partagée. Donc, ce qui est bien, c'est qu'Andreas a très bien introduit les enjeux de la participation citoyenne et des collectivités territoriales dans les projets d'énergie renouvelable. Donc, nous, on se situe vers plutôt une participation active au financement et à la gouvernance des projets d'énergie renouvelable. Par rapport au schéma qu'a présenté Andreas, c'est bien la présentation où c'est plutôt en haut des projets citoyens et coopératifs. Donc les énergies partagées et les énergies citoyennes en 2022, c'est 30 accompagnateurs partout en France, c'est 300 projets citoyens, c'est 330 structures qui adhèrent au réseau, à l'association Énergie Partagée. C'est plus de 600 collectivités territoriales qui sont impliquées et plus de 30 000 habitants qui sont actionnaires des projets. Alors ça, c'est en 2022. En 2010, les chiffres n'étaient pas du tout les mêmes. Il y avait 1 ou 2 accompagnateurs, une dizaine d'installations maximum, une trentaine de structures adhérentes, des collectivités, quelques-unes peut-être, et quelques dizaines, peut-être centaines de citoyens. Donc on voit qu'il y a vraiment une augmentation significative de la dynamique aussi, et qui n'est pas anodine, qui est due aussi à un soutien de l'ADEME notamment, des collectivités et surtout d'une volonté forte des hommes, des femmes à pouvoir prendre en main des projets d'énergie renouvelable. Donc à Énergie Partagée, on est un réseau de citoyens, d'acteurs locaux et on agit à travers 3 axes. Il y a la partie animation et accompagnement, former les acteurs locaux au montage de projets citoyens, au montage juridico-financier. Animer ce réseau de porteurs aussi, organiser des webinaires, des retours d'expérience. Les témoignages sont très très importants. Il y a toute la partie investissement. Donc on a monté un outil d'investissement citoyen qui collecte l'épargne des gens pour pouvoir investir dans les coopératives citoyennes. Et puis, Énergie Partagée Coopérative qui va plutôt accompagner à la négociation pour des projets de plus grande ampleur avec des opérateurs privés. Alors, tout ça, pour nous, ce sont des outils au service d'une vision du modèle énergétique où on veut relocaliser l'énergie. Alors on parle effectivement moins de démocratie de l'énergie, mais on souhaite que la production d'énergie renouvelable serve le territoire, soit développée dans une vision d'aménagement du territoire et bénéficie aux acteurs locaux. Donc les bénéfices, c'est des bénéfices sociaux, mais c'est aussi des bénéfices économiques. En 2019, on a sorti une étude pour justement évaluer est-ce que ces projets portés par des acteurs citoyens publics permettent réellement des retombées économiques locales. Et heureusement pour nous, oui, puisque un euro investi par un citoyen dans un projet local permet 2,5 € de plus en termes de retombées économiques locales. Donc, par rapport aux projets qui sont plutôt portés par des opérateurs privés, déconnectés aussi de l'économie locale, on voit qu'il y a aussi une vraie différence en termes de retombées économiques locales. Et là, on travaille actuellement sur des indicateurs d'impact sociaux
parce que les intérêts sont pluriels sur des projets citoyens. On a des intérêts économiques, mais aussi on a à pouvoir renseigner comment cette dynamique locale, collective, quel impact ça a en termes d'intégration de quel type de profil d'habitants, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des jeunes retraités, etc. Donc pouvoir avoir des indicateurs par rapport à ça en termes d'insertion, en termes de création d'emplois, en termes de mobilisation au-delà de la production d'énergie, en quoi la dynamique coopérative peut permettre de sensibiliser autour de la réduction de la consommation d'énergie, donc tous ces types d'indicateurs. Donc il y a vraiment un enjeu de relocaliser l'énergie, de refaire du lien avec ce qu'il y a derrière notre prise. Il y a aussi un enjeu de socialisation de l'énergie, en tout cas c'est comme ça qu'on en parle, dans le sens où dans notre mouvement, il y a des profils très divers. On va avoir des ingénieurs, on va avoir des personnes qui ne sont pas du tout professionnelles des énergies renouvelables, mais qui viennent s'impliquer pour s'impliquer dans un projet local, avant tout, pour s'impliquer dans la transition écologique, mais en lien avec l'économie sociale et solidaire. Donc c'est très intéressant de voir que c'est ce rassemblement de personnes qui ne vont pas forcément se parler par ailleurs, qui se rassemblent autour d'un projet coopératif. La coopération est très très importante dans ce type de dynamique, puisque souvent, soit en termes juridiques, ce sont des sociétés coopératives d'intérêt collectif, donc des sociétés coopératives au sens strict du terme, soit ce sont des sociétés par action simplifiée, mais avec toujours un fonctionnement coopératif. Donc ça dénote aussi avec les autres types d'entreprises qu'on peut avoir dans les énergies renouvelables, où on va être très attentif aussi à la transparence, à pouvoir bien communiquer sur les projets, et à pouvoir aussi organiser des prises de décision collectivement. Alors, les évolutions du mouvement des énergies renouvelables citoyennes, c'est en priorité la participation des collectivités territoriales qui est beaucoup plus active depuis 2016 avec la loi de transition énergétique qui permet aux collectivités d'investir dans les projets d'énergie renouvelable. Donc, des collectivités de plus en plus présentes, mais à accompagner parce qu'elles souhaitent s'engager, participer à l'investissement, mais elles ne savent pas forcément comment faire. Une diversification des filières. Actuellement, on est à 90% sur le solaire, sur l'éolien, donc plutôt l'électricité. Et on voit de plus en plus de projets, de volonté d'aller sur la chaleur et le gaz renouvelable. Une volonté aussi de peser dans la transition énergétique. Donc, avec des projets de plus grande ampleur. Les projets citoyens, ce n'est pas que des petits projets, c'est aussi des projets de plus grande ampleur. Et donc, ça pose la question de partenariat public-privé-citoyen. Il y a aussi des stratégies de développement des coopératives sous forme de grappes photovoltaïques pour mutualiser les coûts. Un enjeu de professionnalisation des coopératives citoyennes, à créer des emplois, voilà, une multiplication des structures d'accompagnement aussi. Et puis, il y a l'objectif que se donne le ministère de la Transition écologique. Et puis, on a eu une campagne de communication portée par le ministère de la Transition écologique sur les énergies renouvelables. Donc, c'est très intéressant. Après, on attend de voir les moyens aussi. Et enfin, les leviers pour continuer le développement des énergies renouvelables citoyennes. Il y a la formation, évidemment. Ça, c'est quelque chose que l'on a développé depuis des années. Et on voit qu'il y a un fort besoin de formation des acteurs locaux, collectivités, citoyens, mais aussi des opérateurs privés. Alors pas sur le montage juridico-financier, évidemment, mais sur la manière dont les opérateurs privés peuvent travailler et intégrer aussi au projet les citoyens et les collectivités. Un enjeu de négociation avec les opérateurs privés. Alors, c'est plutôt notre branche énergie partagée coopérative qui va accompagner les acteurs locaux à négocier avec les opérateurs privés.
l'enjeu de gérer des outils de financement, énergie partagée investissement, qui est un outil d'investissement national qui va pouvoir compléter l'apport des acteurs locaux. Et ça, c'est important, c'est un gage de garantie aussi pour les partenaires bancaires. Le plaidoyer, où jusqu'à présent on était plutôt à représenter la dynamique citoyenne, là j'ai indiqué défendre aussi les intérêts des acteurs locaux, puisqu'on en a parlé ce matin, mais l'arrêté S21 d'octobre 2021 a mis à mal plus d'une centaine de projets citoyens donc, sur la moitié nord de la France, puisqu'il n'est plus possible de cumuler des subventions de collectivités, notamment avec les tarifs d'achat. Et puis, en même temps, un enjeu sur les directives européennes, puisque depuis 2019, l'Union européenne reconnaît les communautés énergétiques comme des acteurs incontournables dans le développement des énergies renouvelables. Et les définitions des communautés énergétiques sont quand même très proches de nos définitions des projets citoyens. Des partenariats stratégiques qu'il faut continuer à développer, notamment avec Enedis. Voilà, et dans un contexte, pour moi, c'est important aussi, on ne l'a pas encore trop dit, mais là, actuellement, et ça vaut pour tous les acteurs de la filière, des prix des matériaux qui explosent et qui mettent à mal les plans d'affaires des projets. Donc voilà, c'est un contexte important, un élément de contexte important à prendre en compte. Et puis donc les 10 mesures du ministère de la Transition écologique où eh bien, on se félicite qu'il y ait ces 10 mesures, des objectifs. Maintenant, compte tenu du contexte et par exemple de l'arrêté, on voit bien qu'il y a les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir vraiment atteindre ces objectifs. Merci. Donc, merci Daniel pour cette invitation, puis aussi merci pour cet éclairage sur les enjeux actuels de l'agriculture qui rejoignent évidemment les enjeux de la transition énergétique. Alors, très rapidement, pourquoi le secteur de l'énergie a investi les terres agricoles il y a une quinzaine d'années maintenant? Peut-être que vous avez pu voir des réalisations, surtout dans le sud de la France. Il y a eu en particulier des constructions de serres photovoltaïques d'assez grande ampleur parfois. Bon, la réponse, elle est toute simple, parce que les tarifs de rachat de l'électricité étaient très, très avantageux à l'époque, en particulier pour tout ce qui concernait les toitures intégrées. Et évidemment, le fait de construire des serres de grande dimension permettait des économies d'échelle assez importantes. Et donc, cet historique a laissé des traces. Juste un petit exemple là, vous voyez un des projets en haut à droite qui était envisagé par EDF-EN à l'époque dans le sud-ouest. C'était un projet qui faisait 200 hectares d'un seul tenant pratiquement. Ce que vous voyez à droite là, c'est une réalisation de 150 hectares en Sardaigne. Et là, c'est des réalisations de certes vraiment très 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 sombres à La Réunion. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ces opportunités, qui étaient vraiment des opportunités financières de court terme, elles ont complètement balayé le cadre classique de l'innovation et on n'a pas pu travailler correctement le sujet. Et au-delà de ça, on aboutit aujourd'hui à des réticences vraiment très, très importantes, et à juste titre des acteurs territoriaux. Et il y a besoin d'un effort assez conséquent pour restaurer de la confiance et même pour démontrer la réalité de synergies là, qui sont largement possibles. Donc, en fait, on a complètement oublié une chose importante, c'est que les cultures, à l'heure actuelle, les productions agricoles ont besoin d'être protégées de différentes choses, des aléas climatiques, des aléas biologiques. Et en fait, ces systèmes de production agricole sont en pleine expansion depuis 40 ans au niveau mondial. On avait 80 000 hectares dans les années 80, on en a entre 7 et 9 millions d'hectares à l'heure actuelle de par le monde. Et en fait, ces systèmes de production donnent des résultats très très importants en matière de sécurisation de l'alimentation des populations en fruits et légumes
frais. Il y a une attraction très très forte d'investisseurs non agricoles sur ces sujets. Ce sont les seuls systèmes agricoles en expansion à l'heure actuelle, parce que ce sont des systèmes qui sont très très compétitifs face à la raréfaction des ressources naturelles et au changement climatique. Donc ces systèmes-là, globalement, pour résumer, sont robustes, vertueux et compacts. En contrepartie, sont chers, ils demandent des investissements en structure, ils sont difficiles à maîtriser au niveau technique, ils sont relativement intensifs et la France est aujourd'hui très largement en retard sur le sujet. Alors, la notion de serre photovoltaïque, en tout cas de protection par des panneaux solaires, pouvait commencer à s'envisager, malgré le fait que on avait bien évidemment comme objectif d'arriver à un partage des photons équilibré entre production agricole et production photovoltaïque. Il y avait des convergences sur les enjeux qui étaient forts, et ça nous a beaucoup aidé. Donc il y avait ces notions de sécurité alimentaire et ces notions de sécurité énergétique qu'on a intérêt aussi. C'est des systèmes qu'on a aussi intérêt à positionner à proximité des lieux de consommation. Hein, c'est une question de circuit court dans les deux cas. Et il y a aussi des questions d'économie de foncier qui sont extrêmement importantes. Et les intégrations peuvent se faire de façon à proximité ou même au milieu des habitats. Et donc là, vous voyez une serre qui a été positionnée carrément sur des bâtiments. Ça se fait au Québec. Il y a des complémentarités aussi dans les faits. Hein. La production d'électricité, elle est beaucoup plus prévisible que la production agricole, même sous serre. Ces systèmes-là pouvaient permettre de prendre en charge l'infrastructure serre par la composante énergétique, et c'est ce qui s'est fait. Et donc, l'outil serre pouvait redevenir accessible à une composante agricole qui n'est pas capable de se payer des serres à l'heure actuelle. Puis il y avait aussi des possibilités d'avoir moins d'intensivité sur les cultures, sur les productions agricoles, et donc de cultiver des espèces, de nouvelles espèces qui vont bientôt arriver sur les marchés. Donc, juste deux exemples. Ça, c'est un programme qu'on a réalisé avec l'entreprise Urbasolar. Donc, après avoir réalisé toute une série de travaux de modélisation, on a développé des designs de serres innovants. Donc, on va peut-être se présenter dans le cadre de la compétition suisse. Donc, est-ce qu'on est éligible? Voilà. Et donc, on a réalisé trois sites producteurs de grande ampleur, hein, donc de 3 hectares et 1 hectare, et avec des suivis agronomiques qui nous ont permis de montrer que les productions étaient vraiment de qualité, et les rendements étaient aussi extrêmement intéressants, que ce soit du point de vue agricole ou photovoltaïque. Alors, il se trouve que le fondateur d'Urbasolar, en fait, c'est un ingénieur agronome. Hein, c'est Arnaud Mine, il est ingénieur agronome, donc peut-être qu'il était sensibilisé à la question. Autre exemple, ça, c'est un programme qui est développé à l'heure actuelle par la startup Solar Close, qui est dans le 06, et qui promeut des films enroulables en CIGS qu'on positionne au niveau des écrans thermiques et d'ombrage, avec aussi des résultats en termes de rendement et de qualité des produits qui sont vraiment très, 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 très intéressants. Et ça, c'est des choses qu'on peut positionner sur des serres très, très low-tech, et qui pourraient vraiment contribuer sur des zones où l'acheminement électrique est parfois erratique, avec donc des entreprises qui pourraient être en totale autonomie énergétique. Donc, juste pour résumer, donc, oui, il y a de vraies synergies entre production agricole et production électrique. La serre PV apporte un service agronomique direct et majeur à l'exploitation. Il y a une diminution forte des charges.
Ce qui est très important, c'est que ces systèmes mixtes sont robustes au plan environnemental et économique et en capacité de contrôler efficacement, de contribuer efficacement aux enjeux de sécurité alimentaire, que ce soit en volume ou en qualité. Ils peuvent aussi, dans le cadre français, permettre de sanctuariser des fonciers qui sont fragilisés. Juste pour fixer un peu les idées, si on utilise 1/1000 de la surface agricole française, qui est encore de à peu près 30 millions d'hectares, pour en faire des serres photovoltaïques, on sera encore en dessous de nos pays voisins. On peut installer 30 gigas et satisfaire la demande française en fruits et légumes frais en circuit court, tout simplement. Voilà, je crois que c'est fini. Pascal, c'est bon. Bien, merci Daniel, évidemment, d'inviter un agriculteur producteur d'électricité photovoltaïque. C'est un vrai honneur et puis aussi une responsabilité de représenter mes 390 000 collègues agriculteurs et à ce colloque qui est vraiment, je trouve, absolument passionnant et je dirais très prometteur pour ses retombées vertueuses sur l'ensemble de nos territoires et évidemment pour le pays entier. Alors pour faire défiler c'est quelle touche pour eux? Petite flèche vers le bas, ici. Ah d'accord, comme ça. Oui, normalement c'est bon. D'accord, très bien. Bon, juste, je vais être rapide, puisque donc c'est 6 minutes, donc je vais essayer de m'y tenir. Bon, nous, on a commencé, grâce à la région Bretagne. Aujourd'hui, l'association APEFA, on est un peu plus de 450 producteurs et porteurs de projets. Donc on essaime, vous connaissez bien la diaspora bretonne qui a tendance à s'étendre partout. Donc voilà. Et chez nous, vous voyez, le soleil se lève à l'ouest un petit peu. Donc aujourd'hui, nos puissances, c'est en gros de 9 kW de crête à 4 mégas. En gros, la moyenne, c'est 130 kW de crête. Alors, en surface de panneaux, enfin en surface de toiture, c'est plus facile à comprendre. En gros, ça représente 600-650 mètres carrés. Ça évolue très vite, parce qu'aujourd'hui, donc, le dernier arrêté tarifaire permet de faire des surfaces à tarif garanti beaucoup plus important. Donc, évidemment, la surface augmente. Voilà, donc on travaille beaucoup en fédération par région, donc on évolue très vite. Je pense que dans 2-3 ans, on aura quasiment, on couvrira entre guillemets tout le territoire. Voilà. Ensuite, alors comment on travaille? Parce que en fait, plus fort ensemble, on fait, en fait, s'il y a deux mots clés à retenir, c'est promouvoir et sécuriser nos installations. Depuis le départ, on a commencé en 2008, c'était tout à fait inconnu, on avait beaucoup de problématiques de bien comprendre et d'être sûr sur l'investissement. Donc voilà, très vite, on accompagne nos porteurs de projets, évidemment. Notre rôle aussi d'anticiper les risques pour nos collègues. Et donc ça veut dire qu'on a mis en place une charte qualité qui fait référence aujourd'hui et qui sert à nos installateurs partenaires pour apporter le maximum de garanties aux installations. Alors évidemment, on répond à toutes sortes de problématiques parce que si le principe du photovoltaïque est simple, concrètement, il y a beaucoup de détails auxquels il faut faire très attention. Donc c'est aussi notre rôle de répondre à toutes les préoccupations techniques, juridiques. Je sais que juridique, il y a pas mal de soucis aussi. Voilà, donc c'est plein de choses. Et puis également, préparer aussi les modèles économiques de demain. Donc on y reviendra tout à l'heure. Je vais très vite, quelque part. On agit un peu comme nous, à titre entre agriculteurs, évidemment, on n'a aucune compétence. Donc, notre objectif, c'est quelque part de créer un réseau et d'aller chercher la bonne information là où elle existe. Donc, on sert un peu d'interface entre les différentes structures donc, qui interviennent au niveau de ces projets et installations solaires. Alors, j'ai envie de dire ce qui transcende un petit peu ce schéma, c'est toutes les interactions qui existent, parce qu'on communique avec tout le monde, donc on va chercher l'information la plus fiable pour pouvoir après la transmettre rapidement à nos collègues agriculteurs, mais aussi que ce soit à nos centres de gestion. Voilà, on essaie un peu d'augmenter, je dirais, le rythme de transfert d'informations fiables. C'est plus de conviction, ça permet d'aller plus vite et de réaliser des projets dans les meilleures conditions.
Alors, tout le monde n'est pas représenté, hein, les syndicats agricoles avec qui on communique aussi très régulièrement. On a aussi beaucoup de réseaux de bureaux d'études, enfin bureaux d'études experts, hein, parce qu'on a toujours des nouvelles technologies qui arrivent, on a besoin d'informations précises, donc on travaille aussi avec des gens très pointus. Alors, on va rajouter encore là tout à l'heure, que ce soit l'INRAE, je pense qu'on va vous rajouter très vite aussi pour pouvoir travailler ensemble sur tout ce qui est agrivoltaïsme, que ce soit Justine également en énergie partagée. Donc voilà, c'est tout ça, c'est un écosystème qui est extrêmement positif. Voilà, j'en dis pas beaucoup plus. Enfin, EDF, OA, vous voyez, c'est avec eux qu'on signe nos contrats. Et bon, on a besoin d'échanger avec eux. Et c'est une chance. Quelque part, on a un téléphone rouge qui nous permet de les appeler directement, ou la DGEC, quelquefois, quand on a un problème vraiment juridique, apparemment inextricable, on ne sait pas. Donc, on va à la source directement chercher l'information. Et c'est très, très profitable. Alors, ils n'ont pas forcément réponse à tout, hein, parce qu'on est quelquefois dans des flous juridiques. Et c'est bien, je dirais, le problème du photovoltaïque depuis le moratoire, depuis 10 ans, c'est qu'on est souvent dans des informations pas assez précises et qui génèrent une insécurité juridique et souvent économique derrière. Donc c'est vraiment très ennuyeux et il faut que ça s'améliore, hein. C'est une de nos précédentes principales, je dirais, doléances. Voilà, je vais très vite, une petite palette de nos installations. Bon, évidemment, l'accompagnement de nos producteurs, c'est important parce qu'il ne s'agit pas d'avoir du bon matériel, une bonne installation. Encore faut-il bien l'entretenir. Donc voilà, on s'occupe, enfin on voit tout ça, on apporte des conseils, on fait aussi des expérimentations diverses et variées. Donc vous voyez un drone, vous voyez une caméra thermique, donc c'est très important aussi d'optimiser la production solaire sur la durée, hein. On a des contrats de 20 ans, mais on va bien au-delà, hein. On ira peut-être à 30 ans, peut-être jusqu'à 40 ans pour les meilleurs matériels. Donc c'est important de ménager tout ça. Là, on vient de mettre en place vous savez que le solaire, en général, c'est plein sud. Et là, on vient de mettre en place chez un de nos adhérents, une installation plein nord. Donc on va étudier ça de très près en termes de modèle économique parce qu'on a toutes ces toitures disponibles. Le monde agricole, c'est bien du foncier bâti, hein. On a énormément de surface disponible, même si c'est un peu compliqué, l'amiante, tout ça. Mais voilà, on a un gisement là-dessus et notre priorité, c'est d'équiper quand même les toitures avant d'aller sur le sol. Bon, on ira bien sur le sol agricole à un moment pour répondre aux objectifs de la PPE, mais en priorité sur nos toitures. Voilà. Donc voilà, bon, c'est suffisant pour ça, je pense. Et sinon, pour la préparation, évidemment, on anticipe aussi, hein, pour les modèles économiques à venir. Donc, il s'agit de bien préparer ça, d'être sensibilisé à tout ce qu'on pourra rendre, nous, paysans, je dirais, sur les territoires, comme service, que ce soit peut-être pour du stockage, hein, pour pouvoir mieux répondre aux besoins du réseau, autoconsommation collective, donc ça, c'est des sujets évidemment qui nous intéressent aussi. Et évidemment, là, la dernière diapo sur... je devais passer avant Christine Poncet, donc je voulais faire la transition avec l'agrivoltaïsme. Bon, donc ça ne marche pas tout à fait comme ça, mais là, on a un modèle, on travaille, nous, très concrètement sur des projets en agrivoltaïsme, parce qu'on a écrit une charte, on participe en positionnement, et puis travailler sur un label qui soit le plus qualitatif possible et le mieux accepté possible par la société, et aussi le plus vertueux possible avec tous les avantages écosystémiques que ça peut rendre, hein. Donc voilà, en travaillant concrètement, nous, paysans, sur ces projets-là, on apporte, je le vois avec les 4 projets sur lesquels on travaille, de la valeur ajoutée, et puis voilà, que ce soit le plus efficace possible. Voilà, enfin, juste pour dire, nous, paysans, hein, quelque part, on a quand même 50% du foncier. Le foncier, globalement, il n'y a pas d'énergie renouvelable. Globalement, hein, sans le foncier, que ce soit de l'éolien, c'est aussi du foncier, hein, il faut du sol, le photovoltaïque au sol, bien sûr, mais tout ce qui est méthanisation, c'est la biomasse, valorisation de la biomasse, le bois. Donc voilà, une grosse partie du renouvelable, quand même, vient de nos territoires et passe par le foncier qu'on gère. Donc je dirais que c'est tout à fait logique et légitime qu'on y soit complètement impliqué. Merci. Merci beaucoup, Pascal. C'était effectivement assez extraordinaire de voir le déroulement aussi de l'ensemble des différentes présentations qui abordent beaucoup de points très
très complémentaires et qui vont un peu tous dans la même direction. Alors donc on va passer à une question, à la partie débat ou discussion. Fabienne, est-ce que tu aurais un commentaire sur ce que tu as entendu? Ah oui, ça fait chaud au cœur de voir tout ce qu'on a pu voir, de voir ces architectures en Suisse magnifiques, porteuses de photovoltaïque, y compris des architectures en rénovation, de voir ces projets en Allemagne très volontaires, de voir ces associations en France, ces collectifs citoyens, de voir aussi que des serres agricoles peuvent remplacer une centrale nucléaire, pas un réacteur, une centrale de 3 ou 4 réacteurs. Et puis, face à ça, je trouve qu'on a parlé des collectifs citoyens, de ces associations de gens qui se bougent pour faire évoluer les choses. Et puis, à côté de ça, j'en ai été victime. Il y a des associations qui sont anti-énergie renouvelable et qui sont archi-puissantes. Et ça, on n'en a pas parlé. Un jour, j'ai fait une chronique sur, pas le photovoltaïque, mais les éoliennes. On a porté plainte au CSA parce que j'avais parlé des éoliennes sur France Inter. J'ai trouvé ça honteux. À côté de ça, on a des gens qui sont, j'ai entendu cette formule et je la trouve très jolie, des analphabètes de l'énergie, qui colportent des idées complètement fausses. J'ai rencontré une responsable politique qui m'a dit « mais il y a un truc qu'on ne dit pas. Quand on veut transporter de l'énergie de panneaux solaires ou d'éoliennes, eh bien on ne le dit pas, mais il faut de l'énergie. » Alors j'étais complètement sidérée. Mais voilà, le genre de choses qu'on fait circuler. Il y a en France une véritable défiance face aux énergies renouvelables et je pense que c'est un truc qu'il faudrait combattre. C'est extraordinaire ce que tu as dit. C'est vrai que c'était la partie manquante pour aborder, c'est aborder cette question du déni et de la question de comment aborder les énergies. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut réhabiliter l'énergie solaire, parce qu'on regarde des livres entiers qui sont énergie intermittente. On ne les appelle pas solaires, pourtant c'est l'énergie solaire, mais on les qualifie de leur plus bas qualificatif pour pouvoir, d'une certaine mesure, aussi les discréditer. L'intermittence, c'est la vie, ça a été répété, je pense qu'Emma sera d'accord, c'est bien de se coucher le soir et de se lever le matin, et en fait c'est à l'humanité de s'adapter à l'intermittence, et ça on sait le faire, on le fera de mieux en mieux, et c'est vrai que le point que tu indiques est extrêmement important, d'élever le débat. On retrouve aussi beaucoup des kilowattheures. On ne dit pas kilowattheure, la différence entre puissance et énergie. On entend beaucoup des kilowatts par heure. Vous pouvez lire des tas d'articles. Donc il y a vraiment un travail de fond à faire, qui est un travail aussi sociétal de faire. On a parlé un peu de formation, etc. Mais c'est vraiment extrêmement important que la culture de l'énergie, la culture du changement climatique, la culture des économies d'énergie, etc., soit quelque chose qui soit largement diffusé. Et c'était un peu, c'est vraiment l'objectif de mon enseignement et du colloque aussi, et de ce focus sur énergie solaire et société.